Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition, cette soirée du mardi 26 septembre 2023. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, page politique pour commencer. La société civile est actuellement devenue le porte-parole de l'opposition, selon la ministre de la Communication et de la Culture. En effet, l'organisation de la société civile fait de la politique et se positionne avec l'opposition. Elle mène le pays vers le non-respect de la Constitution avec les 11 candidats et demande la suppression de la Haute Cour constitutionnelle et de la CENI, ce qui est inacceptable selon la porte-parole du gouvernement lors de l'émission Tambadj hier. Reportage avec Sech Hadjianassi. Le rôle de la société civile est d'appeler les citoyens à respecter la loi et à respecter la charte de la République. Elle ne doit pas devenir une mercenaire politique, selon la ministre de la Communication et de la Culture, la Latine Rakotonjazaf, hier dans l'émission Tambadj. Actuellement, l'opposition et la société civile sont pourtant sur la même longueur d'onde, notamment en martelant le boycott de la Haute Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante ou CENI. Selon les constatations actuelles, la société civile est devenue le porte-parole de l'opposition et cherche tous les moyens possibles à empêcher la tenue des élections. De par ses agissements, la société civile fait de la politique et se positionne vers les opposants. Ses membres veulent amener le pays tout entier à passer outre la Constitution avec les 11 candidats qui s'allient pour boycotter toute procédure dans le cadre des élections alors qu'ils ont déjà accepté d'endosser les numéros sur le bulletin unique, selon toujours la porte-parole du gouvernement. De plus, la société civile passe outre leur attribution car ce n'est pas de son ressort d'appeler les candidats à se concerter avec elle. Les responsabilités de la société civile en cette période électorale est de sensibiliser les citoyens à exprimer leur choix au mois de novembre prochain. Ces derniers n'ont pourtant pas pu effectuer le rôle qui lui est dévolu car ils doivent sensibiliser les citoyens à s'inscrire dans la liste électorale. Dans un autre sujet, dans le cadre du projet Produire, 87 ménages résidant le long du canal C3 ont dû être déplacés pour la réhabilitation de ce canal afin d'éviter les inondations à Antananarivo en période de pluie. Une nouvelle ville sera construite sur ces familles vulnérables à Ndavamambe avec des bâtiments aux normes. La construction de ces nouveaux habitats a débuté ce jour. Anne Martina sur les images de Nzar Hadjiansu. Les travaux de construction de la nouvelle ville à Ndavamambe est attendu depuis 2 ans. Il s'agit d'un lieu particulièrement choisi pour construire des infrastructures répondant aux normes pour les habitants qui ont dû être déplacés en raison du curage et de la réhabilitation du canal C3. 87 familles sont concernées par ce déplacement. Ce père de famille fait partie de ceux qui n'ont soulevé aucun problème. Il a déclaré que le projet leur sera bénéfique. La promesse faite à ces résidents a été tenue. Ces derniers qui sont déjà prêts à recevoir le nouveau projet qui sera construit à Ndavamambe. L'objectif étant de protéger Antananarivo contre les inondations, notamment en période de pluie. Le gouvernement a fait une priorité, le curage du canal C3, dans le cadre du projet Produire, financé par la Banque mondiale pour un montant à hauteur de 150 millions de dollars. Les travaux sont divisés en 2 parties. La première partie porte sur la construction de nombreuses infrastructures à Antananarivo et ses environs et la reconstruction du canal C3, qui est un projet de grande envergure. La cérémonie de pose de première pierre du projet Nouvelle Ville à Ndavamambe a été effectuée ce jour par le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers, Ulder Amaoulmassi. Au total, 29 bâtiments seront construits, agencés en blocs et composés de 3 appartements identiques. Ce site pourra accueillir environ 87 ménages et plus de 500 infrastructures communautaires telles que des blocs sanitaires, des bassins lavoirs, des ruelles, des routes pavées et des passerelles vont être réalisées. Le district Tambojatchi est l'un des districts qui a le plus bénéficié des infrastructures et des travaux de développement effectués par ce gouvernement, a déclaré aujourd'hui le député IRD élu dans cette circonscription. Ces projets ont apporté un développement direct aux communes et méritent d'être poursuivis selon sa déclaration. Fajisena Mireille sur les images de Yves Chanel. La vision fixée par le président Andradouel, selon laquelle aucun district ne doit être oublié, a été concrétisée à Mbujachim. En effet, le district Tambujachim fait partie des districts qui ont le plus bénéficié des projets de développement et des infrastructures émanant de ce gouvernement. Les jeunes ainsi que les amateurs de sport, grâce à la construction de 2 stades Manara Pinch, l'un à Mbujachim et l'autre à Maïti.
La promotion du secteur de l'éducation est aussi espérée à travers la construction d'écoles Manara Pinch. Le secteur de la santé a bénéficié de la construction de CSP2. Il y a eu également la construction de nouvelles mairies, comme celle à Nousial. Selon Johnny Rakoudarsou, député IRD élu dans le district d'Ambouidjachim, ces infrastructures répondent aux besoins de la population et même les communes les plus éloignées en ont bénéficié. Madagascar a obtenu 17 bateaux de surveillance de pêche en 1 an et demi. Ces navires seront aussi utilisés pour le sauvetage en mer et pour les diverses recherches marines et maritimes, d'après le ministre de la Pêche et de l'économie bleue hier à Tolanar. L'utilisation de ces bateaux sera gérée par le ministère de la Pêche et de l'économie bleue en collaboration avec d'autres autorités. Mervoulet Sferen nous en dit plus. Auparavant, Madagascar ne disposait que de 2 bateaux en charge de la surveillance de pêche. Mais en 1 an et demi, sous le leadership du président Andradzouine, le gouvernement malagasy a pu acquérir 17 nouveaux bateaux de surveillance de pêche qui seront répartis dans tout le pays. D'autres navires arriveront d'ici peu, selon le ministre de la Pêche et de l'économie bleue, Martin Tepobert, lors de sa visite à Fort-Dauphin. La région Anos bénéficiera de 2 de ces navires. Ceux-ci permettront à promouvoir le secteur pêche et économie bleue de la région, selon la gouverneure Rakoutville-Manantsu Vouari. Ces bateaux sont gérés par le Centre de surveillance de pêche, organisme rattaché au ministère de la Pêche et de l'économie bleue, en collaboration avec d'autres entités, dont la PMF, la Marine nationale, la Gendarmerie et la Police nationale. Continuons dans la partie sud de l'île. L'approvisionnement en eau de la partie sud est attendu par les habitants depuis des années. Ce projet n'est resté qu'une promesse faite par les gouvernements successifs et a été utilisé par les hommes politiques pour obtenir des voix à chaque élection. Andradzouine l'a promis et actuellement, le projet de pipeline FAO est en train d'être mis en œuvre. Les notables d'Andjoui espèrent que les souffrances du peuple dans cette localité, du fait du manque d'eau, cesseront. Ils espèrent également que cela apportera le développement, car en plus de fournir de l'eau potable, les eaux du pipeline aidera l'agriculture et l'élevage qui sont le gagne-pain de la population. Les détails avec Mervoulet Sferen. Durant ces 50 dernières années, les habitants d'Andjoui ne s'attendaient plus à bénéficier de l'eau, ont-ils déclaré. Hier, les notables ont assisté à l'arrivée d'un grand navire transportant les 1000 unités de tuyaux destinés au projet pipeline FAO. Ce n'est plus un rêve pour la population d'Andjoui qui pourra bénéficier de l'eau d'ici peu grâce à ce projet d'approvisionnement en eau de la partie sud de l'île, selon leur déclaration. Les habitants d'Andjoui attendaient depuis bien longtemps la mise en œuvre d'un tel projet. Tous les dirigeants précédents avaient promis lors de leur campagne électorale de le réaliser, mais aucun n'a tenu sa promesse lorsqu'ils ont arrivé au pouvoir. Actuellement, ce n'est plus un rêve. La mise en œuvre du projet d'approvisionnement en eau par le pipeline depuis FAO est en cours de réalisation. Pour rappel, 20 villages dans la région Andjoui pourront bénéficier d'eau potable lorsque le pipeline sera achevé. Les habitants et les autorités dans le district d'Anzouzourbe collaborent avec le gouvernement, notamment les forces de l'ordre, dans la lutte contre l'insécurité qui règne ces derniers temps. Dans le cadre de cette collaboration, le Dinan Anzouzourbe Mireille a été élaboré et son application a été approuvée par le ministère de la Justice depuis samedi dernier. Les détails avec Ansar Hassanarville. Bien que de nombreux efforts aient été déployés par le gouvernement dans la lutte contre les vols de bétail et contre les kidnappings, ces cas d'insécurité n'ont pas été complètement éradiqués dans le district d'Anzouzourbe. En effet, vendredi dernier, un autre cas d'enlèvement a eu lieu à Mangamil après l'enlèvement des 11 personnes le 9 septembre dernier dans cette localité. Afin de renforcer la sécurité dans ce district, il y a eu l'élaboration du Dinan Anzouzourbe Mireille, entré en vigueur depuis samedi, qui a reçu l'approbation légale du ministère de la Justice. À cet effet, certaines conditions doivent être respectées pour les étrangers de passage dans le district dans le cadre de ce Dinan Mireille. 1700 comités sont en charge de ce Dinan Mireille à Anzouzourbe. Ils sont répartis dans 19 communes et ils s'associeront aux forces de l'ordre pour renforcer la lutte contre l'insécurité. Passons dans un autre contexte, 84% de forêts ont été détruits depuis 1950 à Madagascar. L'on sait pourtant que nombreux sont les bénéfices que les arbres procurent à l'environnement. Par ailleurs,
Agir pour le climat fait partie des ODD. En conséquence, il existe un projet visant à planter 1 million d'arbres dans les régions de Menabé et Anjamassen, un projet initié par le Rotary Club Mamassen en partenariat avec Bondi. Rotricel Rakout Malal sur les images de Yves Janel. 880 000 mangroves et 120 000 arbres forestiers, soit 1 million d'arbres, seront plantés par le Rotary Mamassen, à Madzang et à Anjamassen. Bondi se chargera des suivis de ces plans. Ce projet a pour but de restaurer les forêts dégradées à Madagascar, de préserver la biodiversité endémique, de limiter l'impact du changement climatique. Bondi travaillera avec la communauté locale pour assurer le suivi et l'évaluation du projet. Deux fonctionnements sont différents, mais toujours avec la même recette de Bondi. L'agroforesterie, on met en place du coup des projets agroforestiers, ce qui veut dire que tous les arbres qu'on va planter, il va y avoir un mix entre espèces de rente, espèces de construction, espèces fruitières et espèces autochtones forestières. Et ce aux communautés de générer un revenu via les récoltes des arbres de rente, des arbres fruitiers. Donc ça, c'est le premier AGR qui coule pour les projets agroforestiers. Souvent, ce n'est pas assez, ou alors il faut pouvoir combler le laps de temps entre l'arbre qui pousse et les premières récoltes qui sont entre 3 et 5 ans. Et donc, dans ce laps de temps où les communautés n'ont pas encore de revenus, on va leur proposer des AGR comme le maraîchage, l'élevage, la pisciculture, des projets entrepreneuriaux sur l'artisanat par exemple, des choses comme cela. Et on les accompagne bien sûr en faisant des formations et on leur donne les ressources également nécessaires pour pouvoir le faire. Le projet se déroulera sur 4 ans et sera accompagné d'une campagne de sensibilisation environnementale dans les écoles, collèges et lycées. Derrière ce grand projet, il y a également de l'éducation environnementale, de la prise de conscience environnementale et nous allons effectuer des sensibilisations auprès des lycées, des collèges, des universités pour que le monde de l'éducation soit vraiment en phase avec cette conscience environnementale dont on a besoin aujourd'hui. Nous allons également éditer une bande dessinée didactique qui va nous rappeler l'importance de l'environnement, de la forêt, de la nature, que certains appellent également la terre-mère. Et grâce au soutien des membres, grâce au soutien également du district qui regroupe des pays de l'océan Indien, grâce à l'incitation, à l'invitation au leadership de notre gouverneur Luders Kamalon qui nous vient de Maurice également, grâce de la Réunion, excusez-moi. Alors nous sommes fin prêts là pour lancer cette belle aventure qui est non seulement humaine, mais aussi qui est une belle aventure pour les générations futures. La signature de convention entre le Rotary Club Mamassen et Bondi s'est tenue ce jour à Antanmen. En éducation, le respect de la discipline est garant des résultats scolaires selon le responsable au sein du lycée Jules Ferry Faravouitch. Ce lycée figure parmi les lycées qui ont un taux de réussite plus élevé aux examens officiels comparé à d'autres lycées publics. Et au cours de ces dernières années de son existence, la discipline qui a été instaurée a permis d'avoir de bons élèves qui plus tard sont devenus des personnes responsables. C'est Sylvain sur les images de Nzar Hadjiansou. L'infrastructure qui date déjà de plus de 100 ans est la preuve que le lycée Jules Ferry Faravouitch est un patrimoine de l'éducation malagasy. En effet, ce lycée a été construit en 1908. Il portait le nom de cours secondaire des jeunes filles à cette époque et était dédié aux jeunes filles étrangères et malagasy de nationalité française lors de la période coloniale. 3 ans plus tard, le gouverneur général Hubert le changea en collège de jeunes filles. Et en 1917, l'école prend le nom Collège Garbi. Et ce n'est qu'en 1924 qu'il fut baptisé officiellement lycée Jules Ferry Faravouitch. Après l'indépendance de Madagascar, de nombreuses filles malagasy ont pu étudier au lycée Jules Ferry Faravouitch. C'est en 1973 que l'école a commencé à accepter des étudiants de sexe masculin. Selon les explications du responsable au sein de ce lycée,
Le respect de la discipline est garanti des résultats scolaires jusqu'à présent, malgré les changements successifs au cours de ces 100 ans d'existence. Selon les explications, la célébration du centenaire de ce lycée commencera le 30 septembre pour se clôturer en juin 2024. Un grand culte marquera le début ainsi que la fin des sombres jubilés. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, à l'issue d'un bras de fer de 2 mois avec junte nigérienne, le président Emmanuel Macron a fini par annoncer le retour à Paris de l'ambassadeur Niamey et le retrait du Niger des troupes françaises d'ici la fin de l'année. Reportage sur les images de France 24. Le peuple du Niger tout entier et toute son armée sont avec vous. Dimanche soir, devant la base militaire française à Niamey, une foule en liesse. Des centaines de personnes se sont réunies pour célébrer l'annonce du départ des troupes françaises du Niger. C'est une victoire du peuple. C'est une victoire de cette mobilisation, de ce peuple réel que vous êtes en train de voir. L'engouement qui est autour de la libération de notre pays, même nos papas sont là, nos mamans sont là. On dort ici, on mange ici, on fait tout ici. Quelques minutes plus tôt, le président français Emmanuel Macron confirmait le retrait de l'ambassadeur de France et des troupes sur place, 2 mois après la prise de pouvoir de la junte. La France a décidé de ramener son ambassadeur et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Les 1500 soldats français devraient quitter le Niger d'ici la fin de l'année selon l'Élysée. Un départ trop tardif pour certains Nigériens. Il n'y a pas lieu de dire d'attendre jusqu'à la fin de l'année pour que les forces françaises quittent. Non, elles doivent quitter immédiatement. Ça fait quand même plus de 12 ans qu'ils sont au Niger, donc ils ne peuvent pas évacuer le Niger rapidement, comme beaucoup le pensent. Il faut leur donner le temps de partir. D'ici le départ du dernier soldat français du Niger, les manifestants jurent de rester vigilants et de maintenir la pression à l'occasion de nouvelles manifestations. Ensuite, les premiers chars américains Abrams sont arrivés en Ukraine, a annoncé lundi 25 septembre le président Volodymyr Zelensky, se félicitant de cette bonne nouvelle au moment où son armée tente de renforcer enfin les lignes de défense russes avant l'hiver. France 24. L'Ukraine déclare avoir reçu des chars de combat Abrams de fabrication américaine. Ces chars viendront renforcer les troupes de Kiev plus d'1 an et demi après l'invasion russe. Les premiers chars américains Abrams sont déjà en Ukraine. Nous les préparons pour renforcer nos actions contre les occupants et ce sera un renforcement significatif. Nous travaillons également à l'obtention de toutes les autres capacités militaires nécessaires. Washington a promis de fournir 31 chars Abrams à Kiev au début de l'année. On ne sait pas exactement combien de chars ont été livrés, ni combien de temps il faudra pour qu'ils soient déployés sur la ligne de front. Plusieurs dizaines de chars Léopard de fabrication allemande, eux, ont déjà été envoyés en Ukraine, ainsi qu'un petit nombre de chars Challenger de fabrication britannique. L'annonce de l'arrivée des premiers chars Abrams intervient après que Washington a déclaré qu'il fournirait à Kiev quelques systèmes de missiles tactiques de longue portée. Ces systèmes ont été utilisés lors de la guerre du Golfe dans les années 90 et en Irak au début des années 2000. Le prochain armement occidental que Kiev attend, c'est lui, l'avion F-16, lui aussi américain. L'Ukraine prépare les infrastructures pour l'accueillir et forme ses pilotes auprès d'alliés occidentaux. Et pour clôturer cette édition à Hawaï, les résidents de la ville de Lahaina, ravagés par les flammes le 8 août dernier, ont pu retourner sur les lieux de la catastrophe lundi 25 septembre. Un premier retour dans leur maison, forcément chargé en émotions, alors que le nettoyage des débris de la catastrophe se poursuit. France 24. 7 semaines après leur évacuation, des résidents de Lahaina retrouvent pour la première fois leur quartier. Je n'ai pas vu beaucoup de mes voisins. Peu de gens sont revenus. Je suis presque le seul, avec quelques personnes d'ici. Zone après zone, les autorités rouvrent progressivement l'accès. Avec l'aide de volontaires, certains reviennent en quête de vestiges de leur vie d'avant dans les décombres, malgré les risques sanitaires liés aux matériaux toxiques comme l'amiante qui jonchent les débris.
Ils se rendent là où les sinistrés effectuent des recherches, ramassent des pelletées de cendres qu'ils passent ensuite au tamis pour tenter de retrouver des objets. Un retour synonyme d'épreuve dans une ville endeuillée par la mort d'au moins 97 personnes. Ils se sont préparés. Nous savons que pour certains, en particulier ceux qui ont perdu des membres de leur famille, ce sera difficile. Mais en fin de compte, je pense que ce retour est positif. Cela aidera à tourner la page pour qu'ils puissent panser leurs plaies. Le 8 août dernier, un incendie géant attisé par des rafales à 100 km/h provoquait l'un des feux de forêt les plus meurtriers de l'histoire des États-Unis. 2000 bâtiments étaient détruits à Lahaina et ses alentours, forçant 7400 personnes à être relogées dans des hébergements d'urgence. Le gouverneur d'Hawaï espère terminer le nettoyage des zones touchées d'ici décembre, première étape avant celle de la reconstruction. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et tout de suite après, vous allez suivre l'émission Point de droit au Nizouk avec Seydou Raniglant. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.